Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te proposer en 7 minutes de te développer sur tous les aspects de ton être. C'est-à-dire que le développement personnel, on voit ça vraiment à toutes les sauces. C'est vraiment quelque chose qui est très très commun, tout le monde en parle et chacun apporte sa vision. Et donc moi je voulais donner ma vision, la vision systémique du développement personnel en 7 minutes. On va voir comment communiquer efficacement, développer sa confiance, l'intelligence émotionnelle, comment interagir avec les autres, gérer son stress, s'affirmer, gérer son temps et développer son potentiel créatif. Tout d'abord, communiquer efficacement. On se rend bien compte que finalement, dans la vie, la relation avec les autres, ce n'est que de la communication. La façon dont on perçoit la communication des autres, la façon dont nous communiquons et dont nous parvenons à exprimer nos besoins, à vivre tout simplement en relation avec les autres. Pour commencer très simplement, on va commencer par la fenêtre de Johari. On imagine qu'on a 4 phases en nous, 4 parties. La première, c'est celle qu'il faut augmenter, c'est celle qui est connue de tous. C'est-à-dire tout ce que vous êtes, dont vous êtes conscient, et de ce que les autres sont conscients. Donc c'est vos qualités, vos défauts. Voilà. Le but, c'est d'essayer de grossir cette fenêtre. Après, vous avez une autre qui est complètement l'inverse, c'est-à-dire qui est cachée de vous et cachée des autres. Donc ça, c'est des choses que vous ignorez et que les autres ignorent sur vous. Donc ça demande de diminuer cette part de vous-même en faisant des expérimentations, par exemple, des expériences, en testant des nouvelles choses. Une autre partie, c'est celle que vous connaissez de vous-même, mais que les autres ignorent. On appelle ça la partie cachée. Et la partie cachée, c'est tout simplement de se dévoiler un peu plus, de montrer un peu plus de soi-même, ce qui va permettre de diminuer cette partie, puisqu'elle va passer du domaine public, entre guillemets. Et la troisième partie, elle est vraiment très intéressante, c'est l'inverse. C'est celle dont vous ignorez la connaissance et que les autres connaissent. Vous avez souvent des gens qui vous disent « Ah, toi, je trouve que tu es vraiment très bon là-dedans » ou « Est-ce que je peux te demander des conseils dans tel ou tel domaine ?» Et c'est-à-dire que c'est les autres qui reconnaissent vos compétences ou vos qualités, alors que parfois, on les ignorait soi-même. Et c'est très important aussi de diminuer cette partie, c'est-à-dire de la rendre publique, en acceptant ce que les autres nous disent et en développant la partie publique de soi. Ça, c'est un très bel outil. Je vais vous mettre dans la description la fenêtre de deuxième partie, développer sa confiance. La confiance en soi est évidemment indispensable pour rentrer en relation avec les autres, pour être épanoui dans la vie. Et un des points, c'est de définir ses valeurs. On fait souvent des choix, parfois qu'on comprend, parfois qu'on ne comprend pas, et qui sont finalement dus à des valeurs qui ont été respectées ou qui n'ont pas respectées en nous, et qui sont très très importantes pour nous. Et en fait, ça fait un espèce de chemin de définir ces valeurs. Je vais vous mettre dans la description une liste de toutes les valeurs, et l'idée, c'est de les mettre dans un tableau, sur une ligne, sur une colonne, et de comparer chacune des, par exemple, 10-15 premières valeurs qui vous viennent à l'esprit, entre elles, pour arriver à un espèce de point et définir quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous, et même la valeur la plus importante pour vous. Donc je vous donne un exemple. Est-ce que vous êtes plutôt sécurité ou liberté? Donc vous allez vous poser cette question-là. Et si c'est la sécurité qui gagne, ben elle aura un point par rapport à la sécurité par rapport à la liberté. Il y a peut-être aussi est-ce que vous êtes plus côté aventureux, ou au contraire, vous préférez par exemple le confort. Donc en confrontant chacune de ces valeurs et ensuite en les confrontant en elles, par exemple, si vous êtes plus confort et vous êtes plus sécurité, laquelle gagne? Et le fait de définir ces valeurs va vous permettre plus aisément de faire des choix dans votre vie, puisque vos choix vont répondre à chaque fois à ces valeurs qui vous constituent, qui représentent exactement ce que vous êtes et ce qui vont vous amener à une vie épanouissante, tout simplement parce que vous allez répondre à ces valeurs. La troisième partie, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est primordial pour rentrer en relation avec les autres, de comprendre les émotions des autres et de comprendre aussi nos émotions. Ça se fait en 4 étapes. Le premier, c'est de reconnaître son émotion, de se poser la question comment je me sens. Voilà. Par exemple, comment vous sentez-vous en ce moment? Moi, je me sens concentré et je me sens content
de vous partager tout ça. C'est le premier point. Le deuxième, c'est une émotion, ça vit dans votre corps et donc il faut reconnaître les sensations qui sont associées à cette émotion. Si vous êtes en colère, on sait tout de suite que on peut être rouge, on peut avoir le cœur qui accélère. Si on est triste, on peut avoir des larmes. Ça, c'est des émotions qui sont assez faciles à discerner. Mais parfois, on est un tout petit peu triste et on ne se rend pas compte, par exemple. Donc, le premier point, c'est de reconnaître son émotion. Le deuxième, c'est de ressentir dans notre corps et surtout à quel endroit du corps. Est-ce que, par exemple, la tristesse, elle est dans le cœur, elle est dans le ventre, le stress, est-ce que, par exemple, il est plus dans les poumons, etc. Tous ces points-là pour se connecter vraiment à la sensation physique du corps. Ce qui nous amène au troisième point, c'est de reconnaître son besoin. Voilà. Si je suis par exemple en colère, eh ben j'ai un besoin qui est caché derrière cette émotion. Si je suis triste, j'ai aussi un besoin et le but, c'est de trouver ce besoin. Est-ce que j'ai besoin de sécurité? Est-ce que j'ai besoin d'aventure? Pour reprendre un peu les exemples du point précédent. Et le dernier point, c'est une fois qu'on a déterminé son besoin, c'est l'acceptation. Premièrement, le fait de mettre une étiquette sur son émotion va nous permettre de prendre de la distance. Voilà. Vous n'êtes pas la colère, je ne suis pas la tristesse, etc. Je ne suis pas mon émotion et si je mets une étiquette dessus, je m'en détache. Et ça permet tout simplement de la laisser vivre, parce qu'elle est là pour m'indiquer quelque chose, mais comme je ne m'identifie pas à elle, eh ben, je peux la laisser passer et continuer à faire autre chose en pensant, en écoutant entre guillemets la leçon que l'émotion vient m'apporter. Le quatrième point, c'est la gestion du stress. On en parle vraiment partout, c'est quelque chose qui est très important, surtout dans nos sociétés ultra connectées, et dans lesquelles on a vraiment du mal à déconnecter, à trouver du moment de calme, de silence, etc. Le stress, il y a deux moyens. Le premier, c'est déjà préventif, éviter les situations de stress, et trois petits outils aussi qui vont vous permettre de déstresser une fois que vous êtes soumis au stress. En préventif, le premier point, c'est la croyance limitante. Est-ce que vraiment je suis dans une situation de stress? Par exemple, si je suis en retard et que ça me crée du stress, est-ce que je suis vraiment en stress? Est-ce que par exemple cette situation est vraiment stressante? Est-ce que en téléphonant, en donnant un coup de fil à la personne qui vous attend, est-ce que vous ne pouvez pas vous excuser déjà et réduire ce stress ou peut-être éviter des situations stressantes dont vous connaissez déjà vous connaissez la conséquence sur votre corps. Et on se rend compte que rien que la croyance limitante, on peut passer à des croyances aidantes qui disent non, le fait de parler en public par exemple, ça peut être une situation stressante, mais c'est possible aussi que je sois très fort là-dedans et qu'au fur et à mesure du temps, j'y arrive. Et on arrive aux 3 points qui permettent les 3 outils pour régler le stress. Tout d'abord, je viens d'en parler, on appelle ça l'exposition progressive. Je vous ai montré pas mal de vidéos de froid, surtout sur Instagram. On voit bien qu'il y a un stress total à aller dans l'eau très très froide du premier coup. Et on peut se dire, si je descends la température de l'eau au fur et à mesure, je vais avoir une exposition progressive et mon corps, mon cerveau, mon mental va s'habituer à cette situation et ça va être un peu plus facile. Vous imaginez bien que si vous voulez parler devant 1000 personnes, ça va être peut-être très très compliqué la première fois, parce que vous ne pouvez pas commencer à parler juste devant 2-3 pour expliquer un texte ou faire une présentation. Ensuite, 10, 20, etc. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, malgré le stress, vous allez réussir à faire cette prestation. Et en augmentant au fur et à mesure la difficulté, quelque chose qui était très stressant initialement devient beaucoup plus facile pour vous. Et on a 2 points vraiment beaucoup plus sur le corps pour gérer le stress. Le premier, c'est la respiration. La respiration, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Ne serait-ce que de compter ses respirations, de compter un nombre d'inspire et d'expire, rien que ça permet de déstresser. Et si vous voulez plus d'énergie, vous augmentez l'inspire. Donc vous faites par exemple 5 inspires et 2 expires. Ça va vous donner de l'énergie, ça va gonfler votre cage thoracique. Et par contre, si vous voulez l'inverse, si vous voulez déstresser, il va falloir augmenter la phase d'expiration. Donc vous allez faire 2 inspirations par exemple, et puis 5 expirations. Et ça va vraiment détendre le corps, puisque c'est l'expiration qui détend le corps. C'est très très simple, mais rien que de faire ça permet de diminuer le stress. Et le 3e outil, c'est le contracter-relâcher. Ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé dans ce livre un point du système A.
Et ce point du systéma, c'est le contracté-relâché. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'un muscle qui n'a jamais été aussi détendu qu'une fois qu'il a été complètement contracté et relâché. Donc vous pouvez faire ça avec pas mal de muscles dans votre corps. Vous prenez votre bras par exemple, vous comptez jusqu'à 5 en contractant par exemple du poignet jusqu'au coude. Donc vous faites 1, 2, 3, et là je suis en train de contracter au fur et à mesure, 3, 4, 5. Là je suis complètement contracté sur le bras. Et ensuite je relâche. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir, c'est vraiment pas si facile que ça. Surtout d'être progressif dans la contraction et dans la relaxation. Mais vous allez voir que ça vous fait vraiment beaucoup de bien. Le cinquième point, c'est s'affirmer. Et comment on s'affirme? Justement pas par l'agressivité, justement pas par la fuite ou par la manipulation. Ça peut être 3 méthodes devant un conflit, mais par l'affirmation de soi, par l'assertivité que nous permet la communication non violente. On a souvent tendance, lors d'une discussion, à défendre son point de vue, à ne pas écouter ce que dit la personne, c'est-à-dire à ne pas prendre en compte qui elle est et prendre ses besoins, y compris les nôtres aussi. Et la communication non violente permet tout ça. Elle se compose de 4 points. Le premier, c'est l'observation, c'est-à-dire la description factuelle d'un fait. Par exemple, tu es en retard. Point. Ensuite, on va rajouter un sentiment. Je me sens, donc tu es en retard, c'est un fait, je me sens blessé, vous allez mettre une émotion ou un sentiment, si ça dure depuis plus longtemps, par rapport à ce que le fait, qu'est-ce que le fait vous renvoie. Donc, si vous avez été factuel, normalement la personne accepte ce fait-là et votre émotion, elle est naturelle et elle est légitime. Et donc là, on est toujours aussi dans le factuel. Ensuite, vous allez passer aux besoins. Vous avez un besoin qui est en vous, qui correspond d'ailleurs à vos valeurs qu'on a vues tout à l'heure. Et ce besoin, vous allez l'exprimer. Et ensuite, une fois que vous avez exprimé ce besoin, vous allez proposer une demande. Donc si je vous donne un exemple, vous allez à un rendez-vous et la personne est en retard, vous avez attendu. Vous pouvez dire je remarque que tu es en retard. On avait dit telle heure et finalement tu as eu un quart d'heure, 20 minutes de retard. Je me sens blessé, ou je me sens inquiet ou contrarié. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de me sentir compris, j'ai besoin de me sentir rassuré, j'ai besoin de me sentir... voilà, vous mettez le besoin que vous avez actuellement. Et la demande, c'est est-ce que, par exemple, tu peux me prévenir la prochaine fois parce que j'ai besoin, voilà, un de vos besoins aussi, ça peut tout simplement être, j'ai besoin de m'organiser. Ça, c'est vraiment assez difficile à mettre en place parce que ça donne des discussions qui sont pas naturelles au début. C'est quelque chose qui peut vraiment améliorer vos relations avec le sixième point, c'est gérer son temps. Vous remarquez bien que la plupart des gens manquent de temps. C'est l'excuse principale quand on dit qu'on a quelque chose à faire qu'on n'arrive pas à le faire. Et il y a vraiment des outils qui nous permettent de gérer notre temps et c'est vraiment important pour arriver à faire nos objectifs dans la vie, pour arriver à faire tout ce dont on souhaite et être efficace. On est obligé de gérer son temps, ne serait-ce que par les sollicitations permanentes qu'on reçoit. Il y a 8 lois du temps. On a des chercheurs qui ont inventé des lois et je vais vous expliquer rapidement toutes ces lois. Le premier, c'est Parkinson. Il a dit qu'une tâche prenait la durée du temps disponible à cette tâche. Tout simplement, si vous avez 3 heures pour faire votre ménage, vous allez le faire en 3 heures. Et si vous avez une demi-heure ou 10 minutes, vous allez le faire en 10 minutes. Voilà. Ça, c'est vraiment à savoir, c'est-à-dire qu'on peut diminuer la durée de la tâche si on est vraiment sous pression ou si on a peu de temps disponible. Donc parfois, ça veut dire qu'on a tendance un peu à s'égarer et pas être vraiment focus sur la tâche. Ça, c'est la conclusion. Le deuxième point, c'est Murphy. Murphy nous dit qu'on a souvent tendance à sous-estimer le temps réel d'une tâche. C'est vrai que par exemple, si vous vous dites je vais faire tel travail en tant de temps, on se rend compte que c'est parfois plus compliqué, vous allez avoir des difficultés, vous allez être interrompu, et donc le temps réel de cette tâche est forcément plus long. Donc là, la question c'est de s'organiser. Si vous avez déjà fait cette tâche, vous savez que finalement elle dure plus de temps que prévu, et donc planifiez vraiment ces tâches et surtout regardez le temps qu'elle vous a pris dans le passé. Le troisième chercheur, c'est Carlson.
Il dit que la productivité, elle augmente si on fait qu'une seule tâche à la fois. Voilà, le cerveau, il est vraiment beaucoup plus productif si vous faites qu'une seule tâche ou qu'un seul type de tâche en même temps. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'organiser. Si vous avez des tâches plus créatives, vous les faites à un moment. Si vous avez des tâches plus rébarbatives, vous les faites à un autre. Et ça va augmenter votre productivité. Le quatrième, c'est Pareto. C'est la loi très connue du 80-20. On a 80% de nos activités qui produisent 20% de nos résultats. C'est-à-dire que là aussi, on a beaucoup d'activités qui sont entre guillemets improductives. Et l'idée, c'est de se recentrer sur l'essentiel et parfois de déléguer pour qu'on se concentre sur les 20% vraiment qui sont pertinentes. Le cinquième point, c'est l'aborite. L'aborite qui dit tout simplement qu'on a une tendance, nous, à commencer par le plus facile. Et en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Plus vous allez commencer par le plus dur, plus vous allez être efficace puisque vous avez toute votre énergie du début, vous avez toute votre concentration. Et au fur et à mesure du temps, vous allez forcément un peu fatiguer. Et donc, si vous faites des tâches plus faciles après, vous allez tout simplement être plus efficace. Le sixième, c'est Illich. Il a dit qu'on est de moins en moins efficace au fur et à mesure du temps. Il y a quelqu'un qui a déterminé la durée optimale d'un travail de 45 minutes. Et c'est vrai qu'au-delà de 45 minutes, on perd de la concentration, on perd de l'énergie et donc on devient de moins en moins efficace. Donc au bout de 45 minutes, l'idée c'est de faire une petite pause, de lire, de marcher, de prendre un petit café et de recommencer et vraiment ça va permettre d'être efficace. Le septième point, c'est Taylor qui dit que, comme dans le taylorisme, que l'ordre des tâches est important. Et on se rend compte bien, je viens d'en parler, que si vous faites des tâches plus compliquées en amont, vous aurez plus de facilité à faire celles qui sont plus simples après. Voilà. Deux tâches en fonction de leur difficulté, en fonction de dans quel domaine elles appartiennent, ne vont pas prendre le même temps si elles sont faites dans un ordre différent. Et le dernier, c'est Fraisse, qui dit tout simplement que plus une activité est intéressante, et plus le temps passe vite. On appelle ça l'état de flow, et on voit bien que quand on est passionné par quelque chose, on ne voit pas le temps passer. Donc essayez de faire des activités qui vous plaisent plus, vous verrez moins le temps passer et vous serez aussi beaucoup plus. Et le septième et dernier point, c'est développer son potentiel créatif. Alors j'avais lu, c'est marrant parce qu'en lisant ce livre, je suis retombé sur ce que je vais vous expliquer, on appelle ça les 6 chapeaux de la réflexion. Et c'est quelque chose que j'avais déjà croisé quand j'étais en école d'ingénieur il y a assez longtemps. Donc c'est assez marrant, c'est un petit rappel comme quoi, alors que ça m'avait déjà touché à l'époque, mais c'est marrant aussi de retomber sur les mêmes points. Alors l'idée c'est que quand vous avez un produit, vous avez une idée, vous avez quelque chose ou un travail et que vous voulez améliorer, on va passer par 6 chapeaux différents pour améliorer cette idée. C'est ce projet ou, le produit que vous êtes en train de faire. Le premier, vous allez sortir votre chapeau blanc. Et le chapeau blanc, c'est le chapeau factuel. Donc vous allez déterminer factuellement ce qui se passe avec ce chapeau-là. Vous allez parler que de choses factuelles. Il est comme ci, comme ça, il a des qualités, des défauts. Il est vraiment dans le sens le plus objectif possible. Le deuxième chapeau, c'est le chapeau rouge, le chapeau émotionnel. Et le chapeau émotionnel, vous allez aborder votre question de façon différente en vous basant sur l'émotionnel. Est-ce que par exemple il donne envie? Est-ce qu'il ne donne pas envie? Quelles émotions je ressens par rapport à cette idée? Et là vous allez avoir aussi d'autres réponses. Le troisième point c'est noir, le chapeau noir qui lui est vraiment la critique. Donc vous allez passer vraiment le cible de la critique votre idée et vous allez voir tous les aspects négatifs. Le but c'est de démonter votre idée comme si c'était un client qui était vraiment très insatisfait. Et c'est ça qui va vous permettre de voir les défauts et les qualités et peut-être de trouver des améliorations à votre produit. Le quatrième, c'est jaune. Le chapeau jaune, et lui, c'est positif. Voilà. Vous allez tout simplement vous mettre dans un bon état d'esprit et être complètement heureux et déterminer quel est le bien de votre idée. Ce que ça vous apporte de bien, ce que ça vous apporte de la joie, etc. Enfin, tous les aspects positifs de votre idée. Le cinquième, c'est le vert. Le vert, c'est la créativité. Donc là, vous allez essayer de changer des filtres, de changer des choses. Et vous allez vous poser les questions suivantes. Comment je peux améliorer? Est-ce que cet outil peut me servir à autre chose? Est-ce que je peux rajouter une fonction qui permettrait à cet outil d'être plus efficace?
tous ces points-là, avec le chapeau vert, vous allez vous tourner en fait vers la créativité. Et le 6e chapeau, c'est le chapeau bleu, le chapeau de la facilité. Est-ce que cet outil peut être simplifié? Est-ce qu'il peut être facilité? Est-ce que son fonctionnement, est-ce que cette idée par exemple peut être simplifiée par, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont en trop dans cet outil? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être enlevées pour aller vers plus de simplicité, vers Voilà, plus. Donc je vous ai montré du coup 7 outils vraiment très très importants pour le développement personnel. C'était ma vision des choses. Ça vient d'un livre qui s'appelle Le développement personnel en 71 outils que j'ai résumés. Donc c'était les 7 grandes étapes. Et c'est un livre qui est incroyable puisqu'il parle, comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, de plein de points différents. La gestion du temps, les émotions, le sport, c'est vraiment la respiration. Et je pense que vraiment, il y a beaucoup d'outils qui sont très importants aussi par rapport à la communication avec les autres. Et des petites améliorations dans chacun de ces domaines vous permettent vraiment d'être plus épanoui dans vos relations avec les autres, dans votre relation avec vous-même. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. C'était Olivier pour Systémique. Je vous ai mis aussi le lien dans la description de ce livre si vous voulez vraiment le lire en entier. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.